LCF. Bonjour les amis et bienvenue sur LCF, la Chine en français. Nous sommes heureux d'accueillir une invitée toute particulière. C'est Christophe qui va se charger de nous la présenter. En tout cas, nous sommes ravis de sa visite. Même un brin ému, et je dirais même plus, mon cher Christophe. On est presque impressionné, hein. Ben, tout à fait. Alors je vais en profiter tout de suite, comme ça ce sera fait, pour remercier l'ami Pierre Sauvé, un ami bordelais de très longue date, qui m'a mis en contact donc avec notre invité du jour, qui n'est autre que Lily Juan. C'est ça, Lily Juan. Oh, j'ai bien prononcé, je suis très très content. Allez, merci. On peut dévoiler ça à nos auditeurs, un petit peu d'arrière-boutique, hein. Ça fait 10 minutes avec Christophe qu'on s'entraîne pour bien le dire vraiment, avec Lily qui nous reprend, Lily Juan. Non, c'est pas ça. Christophe, à ton tour. Lily Juan. Non. Non plus. C'est Lily Juan. Juan. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. On va dire Lily pour le reste de l'émission. Oui, on peut. Tu nous autorises? Je vous autorise. Merci beaucoup, Lily. Merci beaucoup. Alors, bienvenue sur LCF, bienvenue sur ce Chine Express en direct. Alors, tu nous as avoué être toi aussi un petit peu impressionné par le direct radio. Tu nous as dit, ma prononciation en français n'est pas parfaite, je fais quelques petites erreurs parfois. Alors, tout de suite, on te met à l'aise, franchement. Comme disait Christophe à l'instant hors micro, si on avait ton niveau de français, nous en chinois, on se permettrait de faire les malins, hein, Christophe. Oui, Donc alors mais vraiment, clairement. Sois détendu, tu es ici la bienvenue et c'est une conversation plus qu'une interview. Nous allons parler de ton livre, nous allons parler de tes œuvres musicales, nous allons parler de tes divers talents, car tu es quelqu'un qui a beaucoup de talents, mais diversifiés, et ça c'est très intéressant. Et je vais laisser Christophe dresser un portrait de toi que nos auditeurs te découvrent. Okay. Alors c'est vrai que en parcourant ta page Facebook, on se dit mais finalement qu'est-ce qu'elle fait? Et donc pour préparer cette émission, j'ai regardé le 26 minutes qu'a diffusé Arte il y a quelques mois, qui était sur un phénomène qui est relativement récent, mais on a l'impression que ça s'amplifie un petit peu. C'est notamment dans les châteaux du Bordelais, région qui est chère à mon cœur puisque c'est de là-bas que je viens, où de plus en plus de riches Chinois viennent, s'intéressent au vin et acquièrent des propriétés dans ces endroits, voire comme on le voit dans le documentaire, se font introniser en grande pompe dans les jurats de prestigieuses de Saint-Émilion, de Pomerol, avec tous les notables du village qui sont en longue robe rouge et qui viennent s'initier à la cérémonie du taste-vin. Alors, la première question, c'est finalement, ça a été quoi votre premier contact avec le vin et pourquoi est-ce que ce domaine vous a intéressé ? Ok, il faut je parlais que comment je rentre dans ce domaine. C'est à partir de 2009, je fais le traductrice pour le Vinexpo, pour un portateur chinois. Donc moi, je fais traductrice pour que lui, il peut communiquer avec les châteaux. Comme ça, lui, il peut acheter les vins pour importer en Chine. Donc pendant une semaine, je me dis waouh, ça c'est le paradis. Je mange bien, je bois bien. Et quand je poste les photos, il me dit oh Lily, tu bois du Grand Cru classé, ça coûte 1000 euros par bouteille, c'est tellement cher. Mais au début, je comprends pas, je connais pas boire du vin. Donc je dis oh ça c'est un produit très acide, c'est alcool quand même, c'est fort. Mais après moi je suis tellement aimé le vin. Et après, je me dis, bon, j'aime bien rentrer dans ce domaine. Donc après, j'ai pris le cours. Je finis mon 2 masters sur pour les l'œnologie, œnologie et aussi marketing, pour les vins, etc. Voilà. Oui, parce que le vin, ça s'apprend et c'est une certaine culture. Est-ce que ça a été facile? Parce qu'on dit souvent que finalement, les Chinois, avec leur culture du thé et par rapport à certaines civilisations comme les Américains, par exemple, qui ont grosso modo comme équivalent le bourbon, le coca, donc des alcools ou des choses assez peu subtiles. Les Chinois qui ont développé un goût des thés particuliers, parfumés, avec des cascades de parfums, des fois dans certains thés raffinés, est-ce que c'est finalement assez semblable aux différents parfums que l'on peut retrouver dans les vins? Est-ce qu'il y a une facilité du palais élevé au thé à se convertir au vin?
Wow, ça c'est une question très professionnelle. Je veux dire, le vin et le thé, c'est ressemblent beaucoup, mais bien sûr le taste, le goût sont différents. Mais comment la culture et aussi comment faire du vin, faire du thé, quand même ils ressemblent beaucoup. Et donc c'est pour ça, je pense maintenant il y a beaucoup de Chinois qui viennent à Bordeaux acheter les vignobles. C'est aussi, on sent que le vin aussi comme le thé, ils ont des cultures, ils ont les goûts que ça ressemble de notre culture ou notre goût. Voilà. Et on vient acheter en quelque sorte, parce que bon, il y a d'autres gens qui ont acheté des propriétés avant les Chinois. On vient acheter aussi pas seulement un produit, mais une histoire. Oui, l'histoire. Plutôt, je pense d'abord c'est les produits et aussi c'est l'histoire, les cultures françaises. Ça c'est pour nous c'est important. Et alors, quelle est, selon vous, la motivation de gens qui apparemment, parce que quand évidemment on réfléchit à peut-être acheter un premier grand cru classé, c'est qu'on a largement les moyens. Donc, ce sont des gens qui pourraient se payer à peu près ce qu'ils veulent, quoi, des jets, des choses comme ça. Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que ils ont envie de faire ce qui est un investissement, mais souvent décrit par les gens qui sont dedans par une passion. C'est-à-dire que c'est exigeant le vin. Il suffit pas de dire je suis le patron, débrouillez-vous, faites-moi du vin, quoi. Qu'est-ce qui les amène, les personnes, les clients que vous avez trouvés pour venir acheter? Ok, il y a certains types de clients. Si c'est pour des clients privés, c'est sûr que les gens viennent de Hong Kong, Taïwan, et ce sont comme ce style de client, il aime bien le culture, il aime bien comme on dit prestige, et aussi il montre la connaissance du vin, parce que le vin, c'est un produit luxe pour les Chinois. Si vous avez un château à Bordeaux, donc ça montre le degré de la personne dans le social. Et si c'est pour les grands groupes, les groupes comme Moutai, les alcools chinois, oui. C'est comme ce style de client, c'est plutôt ils voudraient aussi acheter les vins, vendre les vins et pour gagner d'argent, pour avoir des bons retours d'investissement. D'accord, donc il y a le pur investissement, parce qu'on avait reçu récemment ici quelqu'un qui était un négociant, qui nous avait dit au tout début, effectivement, il y avait des milliardaires chinois qui venaient, et la seule chose qui les intéressait, c'était le prix de la bouteille, pour qu'ils puissent mettre la bouteille sur la table en disant, voilà, ça vaut cher et je vous l'offre, et puis vous êtes mes invités et je suis content. Mais que par contre, très très vite, en quelques années, on est passé du, voilà, je peux me payer du Château Latour ou du, etc., à... ça, c'est pas juste un prix, ou c'est pas juste une bouteille qui vaut 10 000 euros, parce qu'évidemment qu'il y en a qui valent 10 000 euros ou 15 000 euros, mais qui sont en quelques années, ils se sont vus que c'était pas seulement quelque chose qui avait une étiquette, mais c'était quelque chose qui était le travail de gens, qui était le fruit de cèpes de vigne qui des fois dans ces régions ont 80, 90 ans, 100 ans, et c'est pour ça qu'on peut pas reproduire une vigne à l'identique, même si on a les meilleurs. Est-ce que vous avez senti que cette culture du vin, ces riches Chinois qui pouvaient se le payer, voilà, comme ils se faisaient plaisir, l'ont acquis assez rapidement et se sont intéressés aux produits? Wow, c'est difficile pour répondre à cette question parce que les clients sont différents. Et nous, on a à Bordeaux maintenant, il y a à peu près 150 propriétaires chinois. Et donc, moi, je fais notre agence, on fait à peu près 40% et pour les châteaux, vendre pour les clients chinois. Donc toutes les réponses sont différentes. C'est ça. Ouais, c'est très difficile pour. Mais il y en a qui s'intéressent au vin. C'est pas juste un objet de spéculation. Oui, il y en a qui vous posent des questions, qui vous demandent comment c'est élevé, pourquoi ce vin il est comme ça, pourquoi l'année d'avant il était mieux ou moins bien. Il y a un vrai intérêt quand même de certains pour ces questions. Surtout c'est pour les acheteurs professionnels, c'est comme les négociants ou les importateurs chinois. Eux, ça fait longtemps, 20 ans, ils font ce métier. Donc pour eux, la qualité de vin, c'est très important. Mais j'en ai certains de clients juste me disent, bon, je voudrais ça, c'est joli, c'est un château. It's a castle. Castle. Oui. Donc il veut ça. Et c'est son rêve, il achète son rêve. Ouais. Donc l'anecdote qu'on a eue et qu'on a entendue avec Christophe, tu nous la confirmes, c'est-à-dire qu'il y a certains clients qui peuvent être déçus quand ils arrivent dans certaines propriétés prestigieuses, mais seulement voilà, il n'y a pas le château.
C'est ça, comme le Pétrus. Oui. Et le Pétrus, il n'y a pas de château. C'est ça. Et c'est le vin le plus cher de Bordeaux. De Bordeaux. Quand j'amène mes clients prendre les photos, ils me disent il faut que j'ai habillé bien avec mon costume. Quand ils sont arrivés, ils me disent mais où est le château? Je dis c'est ça. En fait, ça ressemble à une écurie. Oui, c'est ça, c'est une grange, quoi. C'est une grange, oui. Mais quand même, c'est les qualités et l'image. Ça c'est important pour les Chinois. Et maintenant, les Chinois, plus en plus, ils connaissent le vin. Donc, ils commencent sur les points de Robert Parquet, ils suivent les qualités, ils suivent les presses pour choisir les vins. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'on a appris l'an dernier que Jack Ma, en personne, le patron, célébrissime patron d'Alibaba, avait acheté, il se trouve, un petit domaine dans un petit village qui s'appelle Saint-Quentin-de-Baron. Il se trouve que je le connais, ce village, parce que mes grands-mères étaient du village d'à côté. Donc j'ai joué dans ce château étant petit, qui est un vin, qui est un Bordeaux supérieur, qui est quelque chose qui n'est pas grand cru classé. C'est un vin de soif. On n'est surtout pas, bon, c'est mieux qu'un vin de soif quand même, Olivier. Il me cherche toujours. Dès qu'on aborde ces questions, il me cherche. C'est un Bordeaux supérieur, mais on n'est pas dans le grand cru. On est par contre sur des châteaux qui font du volume, sur des bouteilles qui sont des entrées de gamme intéressantes, donc qui sont pas destinées à une clientèle de milliardaires, qui sont destinées plutôt à des gens qui en Chine mettent, je sais pas, l'équivalent de 10-15 euros. C'est des bouteilles chez nous qu'on trouve à 10-15 euros. D'après vous, il y a un vrai marché aussi pour ces vins de moyenne gamme, parce que la passion et le goût pour le vin se répand en Chine? Comment dire, parce que tout à l'heure tu parles de Jack Ma et pour lui, il achète un château et il est comme tous les businessmen. Et pour les businessmen, c'est important le retour d'investissement. Clairement. Et parce que honnêtement, les grands crus classés, si on regarde les retours, c'est pas assez. On fait pas beaucoup d'argent. On peut gagner beaucoup plus d'argent en spéculant parce qu'on fait pas énormément d'argent dans le vin. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il faut du personnel, il faut des gens, il faut s'en occuper. On peut se rater sur une année parce qu'il y a eu de la grêle, parce qu'il y a eu de la pluie. Pour des raisons, on peut travailler dur 20 heures par jour. Et la sanction sur ce type de produit, c'est que sur une année, on peut avoir une maladie, un petit truc qui nous a échappé, un coup de grêle, un coup de chaud au mauvais moment. Et c'est une année de récolte qui part. C'est un investissement risqué, le vin. Oui, c'est beaucoup. Surtout comme j'ai un client qui achète le château au début de 2013. Il a le querelle, c'est ça? 2013, oui. Ouais. Et après 2017, il a le gelé. Donc pendant 2 ans, il a 0 récolte. Donc il me dit oh my God, je sais pas est-ce que c'est un bon investissement. Donc on lui dit au début quand tu l'achètes le château, j'ai déjà vous dit il faut prendre les risques. Le business du vin c'est un long terme. On peut pas regarder ça. On peut le juger à 10 ans, à 15 ans. Ça. On sait ce que ça vaut sur 15 ans, mais il peut y avoir une année, si effectivement quelqu'un veut acheter et revendre dans la foulée, c'est pas ce genre d'investissement qu'il faut faire. C'est ça. Donc pour les Chinois, souvent quand on achète notre premier, deuxième, troisième château, au début, on est toujours très prudent. Donc on veut pas avoir trop de risques. On sait pas ce métier. C'est difficile. Hein. J'ai des clients qui achètent le château. Dans 3 ans, ils me disent, j'arrive pas pour vendre une bouteille. Et donc, Lily, tu peux m'aider à revendre mon château. Je lui dis, mais il faut pas que tu trop stocker ton vin et ton prix est 10 fois plus cher qu'avant. Personne qui va l'acheter. Il faut trouver ton propre marché. Il faut trouver des bons endroits pour vendre. En gros, ils apprennent que c'est pas un truc où on gagne à tous les coups et on multiplie la mise. Par 2, on est soumis à. Par contre, je me permets d'interrompre, même si c'est pas ma partie le vin. Lily, vous avez un métier avec avec beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a des notions de marketing que j'ai compris, des notions effectivement de connaître la région pas très bien, mais vous êtes aussi des conseils. Vous êtes un conseil. Vous suivez aussi la météo, grosso modo, pour anticiper les problèmes avec votre client. Comment vous pourriez définir votre métier? Comment tu pourrais définir ton métier en quelques phrases? Toutes ces disciplines qu'il y a. Wow. Donc le marketing, on en a parlé, tu en as déjà parlé, tu donnes des conseils. Une fois que ton client a acheté son château ou une propriété, tu le suis, tu restes avec lui, tu lui tiens la main, mais ça peut durer combien de temps?
Normalement, c'est 6 mois. Parce que principalement, mon travail, c'est quand, aux premières fois que j'ai rencontré le client. D'accord. Et après, je lui propose les produits. Et après, je l'aide pour trouver tous les experts, les notaires, les avocats, les affaires, pour l'accompagner jusqu'à c'est fini la transaction. Et après, je vais l'aider 6 mois pour qu'il comprenne les cultures. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ci, rencontrer quelle personne. Les codes aussi, j'imagine, tous les codes. C'est ça, les cultures. La culture. Ouais. Et donc, moi, je me dis, je fais tout. Oui, j'ai l'impression, hein. Comme une chinoise. Elle donne quelque chose, appelez Lily, hein. J'adore cette réponse, comme une chinoise, je fais tout. Ça, c'est un passage aussi dans ton livre. On en reparlera en fin d'émission. Donc, tu nous as expliqué là pendant 6 mois. Ça, c'est le contrat, on va dire, de base. Mais est-ce que dans la réalité, c'est vraiment 6 mois? Ça perdure pas un petit peu plus longtemps? Wow. Si c'est les clients, ils préfèrent utiliser son propre l'équipe. Normalement 6 mois, je finis mon mission. D'accord. Et par exemple, il y a 2 châteaux, ça fait 4 ans, 5 ans, je l'accompagne. Et pour donner des conseils, parce qu'il est pas souvent là, il a des problèmes, il parle pas ni anglais ni français. Il a acheté un château, il n'a pas de chinois travaille pour lui. Ah. Donc c'est quand même c'est difficile. Donc il a besoin de mon aide. Il me fait confiance. D'accord. Ouais. Et ça, c'est précieux. Alors, est-ce que des fois, à contrario, parce que on le lit ou on l'entend ça et là, on entend, parce que c'est un tout petit milieu finalement, les propriétaires de châteaux, la plupart, d'ailleurs, moi il se trouve que j'en ai connu ou croisé quelques-uns, ce sont pas des gens qui affichent généralement un train de vie phénoménal. Ils sont souvent, ils descendent du tracteur pour certains, surtout par exemple à Pomerol où les exploitations sont minuscules, quelques hectares, 1,5 hectare, 2 hectares. Donc ce sont pas des gens qui affichent un gros train de vie. Et est-ce que ça fait pas un choc culturel avec des milliardaires qui arrivent de l'autre bout de la planète, qui arrivent en hélicoptère, c'est vraiment un choc de deux mondes. Oui, ça arrive plusieurs fois. Je me souviens, il y avait une fois, j'ai accompagné mon client chinois et parce que lui, il aime bien les Bentley. Donc, on a loué des Bentley pour lui. Il a habillé son costume, les chaussures très luxe. Et quand il arrive, et il dit que, l'employé, il est en train de travailler. Je dis non, il n'est pas l'employé, il est propriétaire. Le choc des cultures. C'est drôle. C'est très drôle. Mais après, c'est que, le propriétaire me dit, mais ce monsieur, il vient ici pour faire des films ou pas? Je dis non, c'est le client. Donc c'est les deux cultures différentes. Et toi, tu es le trait d'union. Tu es le pont entre c'est ça, les deux, je en quelque l'explique. sorte, quoi. Voilà. Donc finalement, la transaction est faite. Ils sont être copains, ils se boire du vin ensemble et être amis. Et c'est très bien. As-tu quelque chose à ajouter pour conclure ce sujet sur le vin, mon cher Christophe? Peut-être on y reviendra. Peut-être. Allez, voilà. Ça donc sera première plus fort que moi, première illustration musicale, puisque Lily, vous êtes également une chanteuse de talent, et pas seulement chanteuse, compositeur, interprète, auteur. Donc on va parler de tout ça. Et en préambule, eh bien nous allons écouter ce que moi j'ai compris qui était votre tube, comme on dit, votre hit. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu. Madame Shanghai, Monsieur Paris. Oui. Écoutez, l'ambiance, ça va vous donner une idée dans quelle ambiance on va passer les minutes suivantes avec notre invité. Vous êtes Madame Shanghai，灯火辉煌的夜。